et à tous et merci de venir participer au débat. Vieillir en France, l'humain d'abord. Je vais vous faire une toute petite introduction au débat. L'atelier citoyen santé de Bretagne du Parti communiste français a organisé déjà un certain nombre de débats et d'actions d'ailleurs sur l'aide à l'autonomie. Et Vieillir en France, l'humain d'abord est le troisième débat consacré à l'agisme. Après celui de Saint-Brieuc, un débat régional, et celui dans l'espace débat Bretagne à la fête de l'humanité de la Courneuve en septembre dernier. Alors pourquoi l'agisme? Des professionnels de ce secteur, comme l'ADPA, l'association des directeurs au service des personnes âgées, des chercheurs aussi en psychogérotologie qui luttent, comme Jérôme Pellissier par exemple, que je cite, contre toutes les formes de mépris et de discrimination fondées sur l'âge, dont toujours en France la discrimination officielle, qui permet de moins en moins d'aider et de moins soigner les personnes handicapées et de plus de 60 ans. Alors, pour notre part, nous sommes convaincus de cette liaison entre la nécessité de ce combat, de mener ce combat idéologique qui pénètre insidieusement dans les consciences et qu'il faut identifier, et l'insuffisance des moyens accordés aux EHPAD et des soins à domicile. Alors, je terminerai par l'idée émise de Hannah Arendt qui nous amène aussi à vraiment à réfléchir. Si nous nous obstinons à concevoir notre monde en termes utilitaires, des masses de gens en seront constamment réduites à devenir superflues. Donc voilà, alors pour échanger avec vous, nous avons deux invités. On va commencer par les femmes. Joëlle Le Gall, qui est présidente d'honneur de la Fédération nationale des associations de personnes âgées et de leurs familles. Et elle est également présidente de l'association Bien Vieillir Ensemble en Bretagne. Et puis Dominique, donc elle va introduire, elle va témoigner, peut-être nous dire aussi ce qu'ils ont fait, leur vécu. Et Dominique Vatrin, qui est un ancien sénateur du Parti communiste français du Pas-de-Calais, et qui a participé à ce titre aussi, en tant que membre de la commission sociale au Sénat. Alors tous les deux ont produit du travail et qui est à votre disposition sur la table. Voilà, donc je passe la parole tout de suite à Joëlle, et ensuite vous pourrez intervenir les uns et les autres. Merci Christiane. Tout d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité à vos côtés pour débattre d'un sujet qui est un sujet récurrent aujourd'hui et qui pose beaucoup de questions, si ce n'est beaucoup de problèmes à notre population. Je vais revenir 30 secondes sur l'agisme, parce que l'agisme c'est un mot qui est banalisé, qu'on emploie à tout vent, mais finalement qu'est-ce que c'est l'agisme? Alors l'agisme regroupe toutes les formes de discrimination, de ségrégation, de mépris fondés sur l'âge. Le terme agiste désigne une attitude ou un comportement de discrimination, de ségrégation, de mépris ou de dépréciation d'un individu ou un groupe d'individus en raison de leur âge. Le terme a été créé en 1969 par le gérontologue Robert Butler pour nommer les discriminations touchant les personnes âgées. Mais il est de nos jours utilisé quel que soit l'âge de la personne qui en est la victime. En France, la discrimination liée à l'âge, ça c'est important, parce qu'après vous allez voir que tout ce qu'on va dire concerne ce texte de loi. En France, la discrimination liée à l'âge est condamnée au même titre que toutes les autres formes de discrimination par les articles 225.1 à 225.4 du Code pénal. Alors, je vais bien évidemment essayer d'évoquer, j'espère ne pas être trop long, puis après c'est le débat qui est intéressant, je vais évoquer les situations qui sont aujourd'hui inacceptables,
vécu par nos personnes âgées, nos familles, les professionnels qui s'en occupent. Mais avant d'aller un peu mieux définir les situations d'aujourd'hui, je voudrais vous lire un courrier que nous avons adressé, pas plus tard qu'avant-hier, en accusé de réception à notre cher président de la République, en espérant qu'entre deux voyages, il aura le temps de le lire. Monsieur le Président de la République, face à une situation qui ne cesse de se détériorer en EHPAD comme à domicile, tant pour les personnes âgées, les premières victimes, dont les réels besoins sont loin d'être pris en compte, que pour les personnels qui les accompagnent, dont les conditions de travail se sont considérablement dégradées. Nous dénonçons une maltraitance institutionnelle. L'État en est seul responsable en refusant d'entendre les appels d'urgence de tous les acteurs concernés. À domicile, les aidants familiaux n'en peuvent plus. Il nous semble plus que normal d'aider nos parents en perte d'autonomie, mais notre mission n'est pas de remplacer les professionnels que nous ne trouvons pas parce qu'on n'en a plus, ils ne veulent plus faire le métier, ça c'est moi qui le rajoute personnellement, il n'est pas dans la lettre, ou que nous ne pouvons pas payer par manque de moyens. Parce que l'allocation personnalisée à l'autonomie est loin d'être suffisante. Les aidants familiaux sont aussi des personnes âgées et bon nombre d'entre elles décèdent par épuisement avant la personne aidée. Le suicide des personnes âgées est un constat déplorable dans notre pays. Plus de 3000 personnes en 2014. Manque de reconnaissance, enfermement sur soi, charge trop lourde pour ses enfants, son conjoint, plus d'espoir d'une vie digne et la dépression s'installe. Et l'éthique dans tout cela, vous nous rappelez sans arrêt que nous avons le choix. Mais quel choix, Monsieur le Président, face aux propositions offertes? Est-ce celui de mourir sans aide suffisante à notre domicile ou celui de rentrer dans un EHPAD contraint et forcé pour soulager notre famille? À l'heure où un soulèvement national, appelé Gilets jaunes, dénonce la baisse du pouvoir d'achat et les taxes qui se superposent, les personnes âgées sont mises à rude épreuve et les conséquences ne font qu'aggraver la situation du financement de la perte d'autonomie. Comment ose-t-on nous culpabiliser en nous traitant d'inactifs, en nous reprochant de refuser l'augmentation de 1,7% de CSG sur nos retraites, soi-disant pour aider les jeunes générations à se sortir du chômage et des salaires trop bas? Mais si les jeunes sont là, c'est grâce à nous qui les avons élevés, avec l'ambition qu'ils trouvent un travail suffisamment rémunéré afin qu'ils puissent construire leur vie et faire vivre leur famille. Nous aidons financièrement quand nos moyens peuvent nous le permettre, nos enfants, mais aussi nos parents en EHPAD et à domicile. Et pour tous ceux qui sont restés célibataires, nous n'avons pas cessé d'être ponctionnés toute notre vie, y compris en payant une assurance veuvage sur nos feuilles de paie. Quant à nos impôts, nous en avons subi les lourdes conséquences. Nous sommes soi-disant riches, avec 1 380 € par mois. Alors comment un établissement peut nous ponctionner en moyenne de 1 800 à 2 000 € par mois lorsqu'une maladie invalidante vous oblige à rentrer en EHPAD? Et si notre retraite est de 2 000 € par mois, qui est quand même bien au-dessus, que nous reste-t-il pour nous vêtir et acheter le nécessaire non fourni par l'EHPAD? Quant aux petits cadeaux que nous souhaiterions faire à nos enfants et petits-enfants, ce sont eux qui se trouvent dans l'obligation de financer notre établissement quand notre retraite ne le permet pas. Et pourtant, nous avons travaillé toute notre vie et donné beaucoup à l'État. Quant à la situation de plus en plus fréquente des couples séparés, l'un en EHPAD, l'autre plus valide à domicile, dont on sait qu'il n'a plus les moyens financiers pour subvenir, est-ce cela la réponse d'une vie de labeur? Si on y ajoute ceux qui par malchance se retrouvent tous les deux en EHPAD pour une maladie invalidante, quelle retraite peut y faire face, à part les nantis qui ne représentent que 20% de la population? Quel sens à la concentration des personnes âgées entre elles? Le 15 février 2018, le Conseil consultatif national de l'éthique, CCNE,
a fait paraître l'avis numéro 128 sur les enjeux éthiques du vieillissement. Le Conseil a décidé de faire partir sa réflexion de la question de la concentration des personnes âgées dans des établissements d'hébergement. Le vieillissement de notre société est aujourd'hui une réalité démographique indéniable et qui invite à repenser notre façon de vivre ensemble pour permettre une meilleure inclusion des personnes âgées. C'est dans ce contexte social et politique que le CCNE a choisi de s'autosaisir pour traiter des enjeux éthiques du vieillissement trop peu présents à ses yeux dans la construction des politiques publiques relatives à l'accompagnement des personnes âgées. Comment rendre la société davantage inclusive vis-à-vis de ses citoyens les plus âgés? Je vous invite à lire, si vous ne l'avez déjà pas fait, ce rapport de la CCNE. C'est ce qu'appelle de ses voeux. Alors, dans cet avis résolument politique, le CCNE propose ainsi quelques pistes concrètes. Repenser la création d'un 5e risque de la sécurité sociale pour permettre une meilleure prévention et un meilleur accompagnement des personnes dépendantes. C'est ce qu'appelle de ses voeux depuis 18 ans la FNAPAEF et ses associations adhérentes. Associer âge et dépendance est une discrimination camouflée dont le seul but est de réduire les financements de la perte d'autonomie. Un citoyen victime d'une maladie d'Alzheimer, d'une sclérose en plaques, d'un Parkinson jusqu'à 59 ans est une personne handicapée. Lorsqu'il franchit ses 60 ans, à maladie équivalente, cette personne devient une personne âgée dépendante. Accompagnement et financement sont alors très différents, pour des raisons essentiellement comptables. L'État enferme les plus de 60 ans atteints d'une maladie invalidante dans un espace où l'humain n'a plus la même valeur parce que vieux et malade. Nous refusons un 5e risque de la dépendance, comme vous le laissez entrevoir, Monsieur le Président, et qui consistera à maintenir les plus de 60 ans dans un registre de sous-citoyens face à l'accompagnement de leur perte d'autonomie. Nous demandons la création d'une allocation unique de compensation du handicap de la perte d'autonomie sans barrière d'âge, financée par la solidarité nationale. Ministres, sénateurs, députés, osez revoir un système à bout de souffle. Nous n'en pouvons plus des pansements sur une jambe de bois. Nous n'en pouvons plus des effets d'annonce qui n'ont comme seule efficacité que celle de donner bonne conscience à ceux qui nous gouvernent. Merci, Monsieur le Président, de nous entendre. Alors j'espère qu'il aura la possibilité de lire ce courrier qui est un peu long, je le souhaite. Quant à la réponse, si on en a une, on vous la communiquera. Maintenant, à travers ce discours, je voudrais revenir sur quelques points importants qu'il faut peut-être un peu mieux définir. Quand je dis remettre à plat l'ensemble du système dans lequel sont enfermés les retraités victimes d'une perte d'autonomie, d'une maladie invalidante, d'un accident entraînant une diminution de leurs facultés physiques et psychiques, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Pourquoi le dire? Les EHPAD sont à bout de souffle aujourd'hui. Elles sont à bout de souffle pour différentes raisons. Elles sont à bout de souffle parce que les financements que doit recevoir le gestionnaire de l'EHPAD est loin d'être à la hauteur des réels besoins des résidents qui se trouvent dans ces établissements. Les familles n'en peuvent plus, le résident n'en peut plus, le personnel n'en peut plus. Même s'ils prennent des patins à roulettes pour aller d'une chambre à l'autre, ils n'en peuvent plus. Alors quand il y a effectivement une personne en fin de vie dans un EHPAD qui demande beaucoup plus de soins, bien évidemment que le personnel y est. Le personnel va à la rencontre de cette personne qui a besoin d'être accompagnée dans ces derniers moments. Et bien à ce moment-là, les autres, on fait comment? Quand on voit que la moyenne du personnel en EHPAD, aujourd'hui, la moyenne française, c'est 0,56 pour un résident. Ça veut dire 56 personnels pour 100 résidents. Comment fait-on quand on sait que dans ces EHPAD, on a un GIR moyen pondéré plus un pathos qui est de 800. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, effectivement, je vais quand même essayer de le résumer plus simplement. Quand vous avez une perte d'autonomie très lourde dans un établissement,
qui est une perte d'autonomie aussi lourde que celle que vous trouviez dans les USLD en 2000, sans avoir les moyens de l'accompagnement. Comment vous faites? Dans les établissements pour personnes handicapées de moins de 60 ans, il n'est pas rare d'avoir des ratios de personnel de 1 pour 1. Alors, on n'est pas le même citoyen après 60 ans. Quand on va regarder ce qu'est le coût d'hébergement pour un résident qui arrive dans cet établissement, dans l'EHPAD, le coût de l'hébergement supporte 60% du financement de cet établissement. Le 60% du financement est supporté par le résident. Pourquoi? Parce que dans cet hébergement, vous y trouvez un certain nombre de charges indues. Et ça avait été dénoncé d'ailleurs en 2004 par Paulette Guinchard-Kunstler, qui était alors députée et qui était une ancienne ministre pour les personnes âgées. Les charges indues, c'est quoi? Quand vous êtes dans ce registre de la section hébergement, vous payez la totalité du personnel administratif, vous payez la totalité du personnel de cuisine, de restauration. En restauration, on sait très bien aujourd'hui qu'il y a de la restauration qui est faite essentiellement pour des pertes d'autonomie ou des maladies invalidantes. Je parle du moulinet, je parle des plats spécifiques en fonction de la maladie. Ça devrait se retrouver dans la colonne dépendance. Non, vous payez également, enfin je ne vais pas vous les donner toutes, hein, les charges indues, mais quand même, la plus énorme, c'est que vous payez les intérêts d'emprunt. Quand un directeur d'établissement veut recréer un nouvel établissement à côté, parce que celui dans lequel on est vétuste, ou qu'il a l'obligation de pouvoir remettre un peu son établissement aux normes, il fait un intérêt d'emprunt. Parce que même s'il arrive à avoir 3 sous, 6 sous à droite à gauche, il faut qu'il aille vers des banques. Eh bien, savez-vous, messieurs, mesdames, que ces intérêts d'emprunt, c'est le résident qui les paie. Pour quelquefois, un nouvel établissement qui ne verra jamais. Est-ce normal? Donc voilà ce qui pollue aujourd'hui l'EHPAD. Et puis, ce qui pollue encore plus l'EHPAD, et ça le CCNE l'a dit et redit, comment peut-on faire de cet établissement la concentration des personnes âgées? Pourquoi? C'est leur récompense d'une vie de labeur toute leur vie à ces personnes âgées. Comment peut-on exiger qu'une personne âgée, victime d'une perte d'autonomie, parce qu'elle a eu la malchance dans ce parcours de vie, de rencontrer une maladie invalidante? Qu'est-ce qu'on trouve dans les EHPAD? Maladie d'Alzheimer, sclérose en plaques, Parkinson, non-voyance, le diabète et j'en passe. C'est une maladie qui, malheureusement, déclenche une perte d'autonomie. Comment peut-on aujourd'hui accepter dans notre pays que cette personne qui est dans l'obligation de quitter son domicile et d'aller vers cet établissement, parce que la famille, c'est l'épuisement. Ah oui, j'ai passé la parole, oui, parce que je suis trop long, bien sûr. Bon. Ah ben oui, d'accord. Donc, voilà. Et elle paye, elle vend sa maison, elle utilise ses revenus pour payer. Tout ça n'est pas normal. Alors, je pourrais vous parler comme ça pendant 1 heure, mais voilà. On passe le micro, et puis on va y revenir, Vous avez un peu pressenti. On remercie vraiment Joëlle parce qu'elle a bien dressé le vécu.